Paris a promis, Glasgow doit agir. Voilà ce qu'a déclaré le Britannique Alok Sharma, le président de cette COP26. Alors pour que le rendez-vous ne se transforme pas en flop, les pays devront accroître leurs objectifs de réduction des émissions de CO2, mais pas seulement. Augmenter aussi les financements climat et rétablir la confiance et la solidarité entre le Nord et le Sud. Avec nous pour en parler, François Gémen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes spécialiste du climat et des migrations, membre du GIEC. Avec nous également en Suisse, la climatologue Martine Rebeté. Merci beaucoup d'être avec nous. On va vous donner la parole dans quelques instants. On commence avec vous, François Gémen. Sommet décisif, réunion de la dernière chance, tournant pour sauver l'humanité. Et pour vous ? C'est une COP importante, indéniablement, à la fois parce qu'elle correspond à une date butoir fixée dans l'accord de Paris. L'accord de Paris prévoit que tous les 5 ans, les États doivent revoir à la hausse leurs engagements. Alors, il n'y a pas eu de COP l'an dernier à cause de la pandémie, et donc tout est reporté à cette année. Et donc, il y a beaucoup d'attentes. Pour autant, j'aime pas ce vocabulaire de COP de la dernière chance, de maintenant ou jamais. En réalité, la dernière chance, on l'a un peu gâchée dans les années 50 et 60, quand nos émissions de gaz à effet de serre sont parties sur une courbe à croissance exponentielle. Et on n'est pas dans une situation binaire, c'est pas gagné ou perdu, c'est pas noir ou blanc. En réalité, chaque tonne de CO2 que nous envoyons dans l'atmosphère compte et crée des souffrances, notamment à l'autre bout du monde. Chaque dixième de degré compte, et donc l'enjeu, c'est de se rapprocher le plus possible des objectifs de l'accord de Paris. Mais il y aura une COP 27, il y aura une COP 52, il y aura une COP 68. Par nature, c'est une négociation qui n'a pas de fin, puisque nous avons engagé un changement climatique qui était réversible. Martine Rebeté, vous avez coutume de dire que le chemin compte autant que l'objectif. Qu'attendez-vous au juste de cette COP 26 ? Écoutez, je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. Malheureusement, il est extrêmement tard pour agir. Donc aujourd'hui, on peut encore éviter le pire de ce que peut nous amener le changement climatique, mais il est extrêmement tard pour agir. Il faudrait agir de manière drastique aujourd'hui, vu tout le retard qui a été pris. Il faut vraiment savoir que les gaz à effet de serre s'accumulent dans l'atmosphère, donc il n'y a pas de retour possible. Et tout ce qui n'a pas été fait pour réduire les émissions auparavant nécessite qu'on le fasse doublement dans le futur. Or, ce n'est pas du tout ce que je vois venir. Restez avec nous, on vous retrouve dans quelques instants. François Gémen, vous vous étonnez, dites-vous, du pessimisme ambiant, mais force est de constater qu'on est loin de la promesse, à l'époque historique, de la COP 21 à Paris. L'objectif, on le rappelle, c'était de limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire dans 80 ans. Aujourd'hui, on est plutôt à 2,7, voire 3 degrés. Il y a de quoi être pessimiste. Certes, mais je voudrais quand même qu'on regarde le chemin accompli et là où nous en étions il y a encore 5 ou 6 ans. Il y a encore 5 ou 6 ans, si tous les États respectaient leurs engagements, on était sur une trajectoire à 3,5 degrés. Nous l'avons déjà ramené à 2,7. Alors bien entendu, c'est dans un monde imaginaire où tout le monde respecterait à la lettre ce qu'il a promis, mais enfin, c'est quand même déjà mieux. Le président Joe Biden a été élu aux États-Unis. Les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris, reprennent le leadership sur la question climatique. L'Union européenne s'est dotée d'un plan ambitieux de lutte contre le changement climatique qui est indéniablement un pas dans la bonne direction. La Chine a annoncé des objectifs plus rapides qu'espérés, avec notamment une neutralité carbone en 2060, l'arrêt du financement international des centrales à charbon. Et donc voilà quand même des signes qui montrent que l'on va dans la bonne direction. Alors bien sûr, le compte n'y est pas, bien sûr, je suis conscient de la réalité, mais enfin il y a quand même quelques signaux dans la coopération internationale qui laissent à penser qu'on est dans un meilleur état aujourd'hui que nous ne l'étions encore l'an dernier. Martine Rebeté, à votre avis, vous qui êtes climatologue, quelle est la priorité aujourd'hui? Que faire au-delà des engagements, des objectifs chiffrés? C'est vraiment le moment de passer à l'action. En fait, ce qui est une réelle opportunité aujourd'hui, c'est qu'on dispose de techniques suffisantes. En particulier, je pense à toutes les compétences en matière
d'énergie solaire, on est tout à fait capable sur la planète. Les techniques sont disponibles. Il reste juste à le faire pour vraiment faire cette transition. Et en fait, vous me demandez ce qu'il faut faire, il faut renoncer aux énergies fossiles, au pétrole, au charbon, au gaz, et puis renoncer à détruire la forêt tropicale. Alors dit comme ça, c'est très simple, et dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment. Mais c'est pas les techniques qui manquent, on est tout à fait capable de le faire. Ce qui manque, c'est vraiment la volonté et les décisions pour le mettre en pratique. Ouais, alors en attendant, à tous les deux, je vous demande une réponse très courte avant de partir dans le sud-est de la Turquie qui est menacée par la sécheresse. Est-ce que cette étape, cette transition doit forcément passer par une décroissance? On ne peut pas avoir le concept de croissance qui s'applique de la même manière dans tous les pays. Dans les pays les plus pauvres, la croissance est encore nécessaire pour sortir les gens de la pauvreté. Par contre, dans les pays industrialisés, il faut s'interroger effectivement sur ce concept de croissance qu'on a toujours associé à des indicateurs quantitatifs, à du plus. Il faut, je crois, désormais l'associer à des indicateurs qualitatifs, c'est-à-dire à du mieux et pas seulement à du plus. Martine Rebetté, décroissance ou pas? Certainement des sociétés qui soient moins matérialistes au nord surtout. Donc on ne peut pas continuer à croître en termes de quantité de biens matériels aux dépens de l'environnement, mais ça ne veut pas dire une décroissance du bien-être, bien au contraire. Je pense qu'on peut avoir une vie et des sociétés avec une qualité qui soit bien supérieure à ce qu'elles étaient auparavant. En tout cas, il y a certaines parties du globe qui voient très concrètement les effets dévastateurs du réchauffement climatique. On évoquait l'Irak en première partie. Voici l'exemple donc du sud-est de la Turquie, une sécheresse qui a considérablement affecté les rendements, notamment ceux du blé. Et c'est un désastre qui touche à la fois les agriculteurs, mais aussi les consommateurs. Le récit d'Anaïs Furtad. Une terre aride, craquelée, sur des dizaines de kilomètres. Dans le sud-est de la Turquie, la pluie s'est fait attendre. Quelques gouttes seulement sont tombées sur le terrain de Bikar-Içli. C'est complètement sec malgré la pluie d'aujourd'hui. Insuffisant néanmoins pour abreuver des sols assoiffés. Pour cet agriculteur, impossible de planter les récoltes saisonnières de blé cette année. Il n'a pas plu ces 8 derniers mois. Il faudrait qu'il pleuve pendant des mois pour que des gouttes puissent atteindre les eaux souterraines. Il pleuvra sans doute pendant 2 ou 3 jours, mais on ne sait pas ce qui se passera après. Nous sommes confrontés à la pire sécheresse de ces dernières années. Comme lui, de nombreux agriculteurs turcs font les frais de la sécheresse et de conditions météorologiques extrêmes. Selon la Chambre d'agriculture de Diyarbakir, ils ont subi une baisse de production de près de 70% par rapport à 2020. Comment faire face aux conséquences du réchauffement climatique en Turquie? Après avoir retardé le processus pendant des années, le pays est devenu en octobre le dernier membre du G20 à ratifier l'accord de Paris sur le climat. Nous avons détruit la nature, nous avons détruit nos ressources souterraines. Donc je ne vois pas le sens de l'accord sur le climat après ça. Les mesures que nous allons prendre à partir de maintenant restent néanmoins importantes. Tous les agriculteurs devraient être attentifs à ces questions et le gouvernement devrait revoir ses politiques agricoles. De son côté, le président turc s'en tient au constat. Dans une allocution à l'occasion de la Convention sur l'eau des Nations Unies, Recep Tayyip Erdogan a déploré des précipitations inférieures à la moyenne mondiale, sans apporter de solutions concrètes. François Gémen, on le voit, des familles sont obligées de quitter leurs terres, faute de pouvoir subvenir à leurs besoins à cause de ce type de sécheresse. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, il y a combien de réfugiés climatiques dans le monde? Alors, c'est difficile de donner un chiffre précis, notamment parce que la plupart de ces migrations ont lieu à l'intérieur des frontières d'un même pays et ne sont pas comptées statistiquement. On peut quand même donner quelques chiffres pour donner une idée aux téléspectateurs. On sait qu'en 2020, par exemple, 30 millions de personnes dans le monde ont été déplacées par des événements climatiques extrêmes. Par des sécheresses, par des inondations, par des feux de forêt, par des ouragans. 30 millions de personnes, c'est environ 3 fois plus que le nombre de personnes déplacées cette année-là par des conflits et par des violences. Et à ce chiffre, il faut ajouter ceux qui sont déplacés par des impacts plus lents du changement climatique, notamment la dégradation des sols ou la hausse du niveau des mers. Mais pour cela, ce sont des migrations très étalées dans le temps et dans l'espace
Et les facteurs climatiques se mêlent évidemment à des facteurs politiques et économiques. Pour beaucoup de gens dans le monde, leurs ressources économiques dépendent directement des conditions climatiques, par exemple. Et la Banque mondiale évoque à l'avenir, si rien n'est fait, 143 millions de personnes qui pourraient devenir des réfugiés climatiques. Martine Rebeté, je sais que vous aimez beaucoup la montagne. 23,4 degrés, c'est la température relevée en juillet dernier dans le nord-est du Groenland. Le rythme de fonte des glaces a été 2 fois plus rapide que la moyenne. Là encore, irréversible ou pas, et que faut-il faire selon vous ? La fonte des glaces et de la neige, si vous voulez, vous avez des irrégularités d'une année à l'autre, des années un peu plus chaudes, un peu plus fraîches, mais dans un trend qui est très clairement en augmentation. Donc c'est un phénomène qui est irréversible. La réduction de l'enneigement, la réduction des glaces, et puis les modifications de plus en plus importantes du régime des précipitations. Et ça, c'est ce qui va toucher les sociétés humaines probablement en premier. On l'évoquait en première partie, tiens, je reste avec vous Martine Rebeté, on l'évoquait en première partie, 4% seulement d'émissions de CO2 en Afrique. Vous avez évoqué le niveau de vie différent entre le nord et le sud. Comment faire pour aider les pays d'Afrique, notamment les pays d'Asie, les pays d'Amérique latine, qui veulent passer à cette transition que vous évoquiez, mais qui n'en ont pas forcément les moyens ? La première chose, c'est de le faire dans les pays du Nord pour éprouver ces techniques et les rendre faciles d'accès pour les pays du Sud avec des collaborations. François Gémen, sur cette question de la solidarité avec les pays du Sud, est-ce qu'il faut absolument et de manière urgente mettre la main à la poche pour aider cette transition ? Mais, évidemment, aujourd'hui, le vrai problème de ces négociations, c'est que les pays industrialisés sont concentrés sur la réduction de leurs propres émissions de gaz à effet de serre. Alors c'est évidemment important et c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante, parce que le climat se fiche éperdument de savoir si les émissions viennent de Washington, de Paris, de Mexico ou de Jakarta. Et aujourd'hui, un vrai problème, c'est que les pays qui seront demain les grands pollueurs, c'est-à-dire le Mexique, l'Égypte, l'Indonésie, ne reçoivent pas suffisamment de soutien de la part des pays industrialisés. Il ne faut pas simplement se concentrer sur ces émissions de gaz à effet de serre, mais il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et le problème, c'est que les pays aujourd'hui, qui sont les pays du Sud, ne peuvent pas suivre la même trajectoire de développement carboné que celle qu'ont suivi les pays industrialisés. Mais nous ne sommes pas non plus en mesure de leur dire de la manière dont ils doivent se développer. C'est pour ça qu'il faut absolument les aider, parce que s'ils suivent la même trajectoire que nous, alors nous allons dans le mur. Merci beaucoup François Gémen d'avoir participé à ce grand angle. Merci Martine Rebeté d'avoir été avec nous en direct de la Suisse. On reviendra bien entendu sur cette COP26 d'ici 2 semaines, puisque c'est la durée quasiment de cet événement.